avaient brillé par leur absence jusqu'ici. Un mois après le début de la guerre contre l'Iran, les Houthis ont décidé de cibler Israël samedi. L'opération a mobilisé des missiles balistiques qui ont ciblé plusieurs objectifs militaires sensibles de l'ennemi israélien. Ces opérations continueront jusqu'à ce que les agressions contre la résistance prennent fin. Après le Hezbollah au Liban et des milices chiites irakiennes, cette entrée en guerre des Houthis a de quoi inquiéter le duo israélo-américain. Des craintes d'autant plus appuyées que les Houthis contrôlent le port de Hodeïda. Ils ont donc les moyens de bloquer les entrées et sorties des navires de la mer Rouge, voire de les prendre pour cible comme ils le firent précédemment en représailles à la guerre à Gaza. Il y a de quoi être inquiet. Les Houthis sont déterminés à aller loin, aussi loin qu'on peut imaginer. Et puis, ce sont les plus proches des infrastructures économiques et pétrolières des pays du Golfe. Si les frappes des Houthis se multiplient, elles pourraient faire entrer la guerre dans une nouvelle phase de l'avis de certains analystes. Le nombre de pays impliqués dans le conflit pourrait même s'étendre. Il n'y a pas que l'Arabie saoudite qui risque d'être impactée par les succès des Houthis. Il y a aussi l'Égypte. On parle de 3 milliards de dollars de taxes en péril si le canal de Suez venait à être bloqué. Personne ne les paiera et l'Égypte va perdre de l'argent. Donc l'Égypte risque de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Alors, comment interpréter cette entrée dans la guerre des Houthis? Traduit-elle un essoufflement de l'Iran réduit à devoir demander de l'aide à ses alliés? Ou est-ce un avertissement alors que les États-Unis envoient des renforts dans le Golfe? Ce nouveau rebondissement présage-t-il d'une nouvelle escalade dans la guerre qui déchire la région depuis un mois? Nos trois invités pour ce débat, Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et selon vous, les Houthis se sont probablement sentis obligés de donner un coup de main, entre guillemets, aux Iraniens en entrant dans ce conflit. Mais ils ne sont pas aux ordres de l'Iran. Ils défendent aussi leurs propres intérêts. À côté de vous, Elie Tenenbaum, bonsoir, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et vous considérez que l'entrée en guerre des Houthis renforce la pression sur la navigation maritime internationale, notamment en mer Rouge donc, mais la menace qui pèse sur la mer Rouge est moins stratégique que ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz. Et David Rigoulet-Rose, bonsoir, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS. Vous êtes un spécialiste de la péninsule arabique et du Moyen-Orient et vous estimez que l'attaque perpétrée par les Houthis s'inscrit dans une stratégie iranienne par paliers extrêmement élaborés. Et vous ajoutez, Téhéran ajoute les pièces les unes après les autres, le timing est immensément calibré. Et on démarre avec la personnalité du jour, Benjamin. On la connaît peu, hein, voilà. C'est le chef des Houthis au Yémen, Abdul Malik al-Houthi, également appelé Abou Jibril. Il aurait 46 ans, il est à la tête du mouvement armé depuis 2005, on le voit donc sur cette photo. Il s'exprime uniquement dans des vidéos enregistrées. Il porte là un châle traditionnel yéménite et une imposante djambiya, le traditionnel poignard yéménite recourbé, que l'on voit reposer sur sa poitrine. Agnès Levallois, que représente-t-il exactement au Yémen en termes de force, en termes de pouvoir, en termes militaires ? Alors aujourd'hui, c'est une force importante, puisque les Houthis ont réussi à prendre la capitale Sanaa. Il faut revenir en fait en 2015, lorsque l'Arabie Saoudite a décidé de rentrer en guerre contre les Houthis. Ce mouvement s'étant manifesté au lendemain des mouvements de contestation de 2011, qui a vu partir le président Saleh, voilà, le printemps arabe qui avait aussi atteint le Yémen. Et donc, suite au départ de Saleh, il y a donc eu des confrontations entre les différentes forces qui constituent le Yémen. Et les Houthis, qui étaient une des composantes, alors qui est une composante de la société yéménite, qui sont plutôt des chiites parce que ce sont des zaïdites, mais alors qui sont zaïdites qui sont considérés quand même comme des chiites plus proches des sunnites que ne sont les chiites iraniens, raison pour laquelle on a beaucoup dit qu'ils n'étaient pas complètement liés aux Iraniens, ce qui est vrai, ils ne sont pas liés de façon forte aux Iraniens comme ça a pu être le cas avec d'autres milices dans la région, et qu'on a vu les Houthis s'appuyer et demander de l'aide aux Iraniens dans le cadre justement de cette stratégie qui a été mise en place dans le cadre des soulèvements après 2011, où là les Iraniens ont apporté un soutien aux Houthis.
Mais ça n'était pas l'objectif des Iraniens de se détourner déjà de leur soutien qu'ils avaient en Irak, en Syrie et au Liban. Mais ils ont vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir aussi à apporter ce soutien à cette milice. David Irigoyen-les-Roses, finalement, ils sont entrés assez tardivement dans le conflit. On pensait que c'était un proxy qui serait plus actif de l'Iran. Oui, mais il a mesuré son entrée en scène parce qu'il a déjà été actif précédemment. Après le 7 octobre 2023, il est un des premiers à avoir manifesté, militairement parlant, son soutien au Hamas, justement, dans la guerre qui commençait à Gaza. Et il a montré qu'il avait des capacités balistiques notables. C'est-à-dire beaucoup de missiles, oui, un gros arsenal. Oui, un arsenal qui existait déjà sous l'ancien président avant son renversement. Donc il y avait une expertise, mais qui a pris de l'ampleur, évidemment, parce qu'elle a été soutenue par les Iraniens, notamment les gardiens de la Révolution, qui ont dépêché un certain nombre de cadres, et du Hezbollah sur place, et donc qui ont boosté, entre guillemets, la dimension capacitaire balistique. Et donc ils ont frappé à plusieurs reprises, et ça a donné lieu d'ailleurs à des répliques américaines. D'abord. Donc, qui a donné lieu finalement à un accord entre les deux parties en mai 2025, mais qui ne concernait pas Israël, puisque justement les Houthis avaient dissocié les deux choses, et Israël qui n'a pas manqué non plus de frapper, puisque le Premier ministre Houthi a été tué en août 2025. Donc on voit bien qu'il y avait déjà quand même des précédents d'activisme importants. Simplement, il y a eu une séquence de temporisation avant effectivement la décision de reprendre, mais là pas pour Gaza en réalité, par rapport à l'Iran, et de reprendre donc samedi dernier. Comment vous qualifieriez leur Je pense que d'abord c'est important, on utilise des fois de façon abusive le mot proxy. Ce sont des groupes, des acteurs qui ont chacun effectivement leur autonomie stratégique, qui se sont rapprochés dans le cas des Houthis et de l'Iran, mais au contraire, par exemple, du Hezbollah libanais, les Houthis n'ont pas du tout été créés par l'Iran. Il n'y a pas de place de l'Iran dès les origines. Le mouvement Houthi a sa propre autonomie, a sa propre histoire, ses propres compétences, pour certaines issues effectivement de l'histoire longue de la République arabe du Yémen, avec effectivement un apport iranien qui s'est accru au cours des années entre 2015 et 2020, et en fait ça a été progressif. Au début, on parlait d'un soutien iranien qui était quand même très très réduit. Il y a eu armes, en finance, en finance, avec des transferts de technologie, avec même les missiles yéménites par exemple, ne sont pas des missiles iraniens pur jus. Ce sont des missiles de technologie iranienne qui ont été yéménisés, dans lesquels on retrouve des composants, dans lesquels on retrouve des systèmes qui peuvent se rapprocher, etc. Mais donc il y a une autonomie de pensée de la part des Houthis qui font que s'ils décident maintenant d'entrer dans le jeu, c'est qu'ils estiment effectivement qu'ils y ont un intérêt, avec des considérations propres au conflit au Yémen, parce qu'il y a encore un conflit au Yémen, et donc il y a aussi tous ces calculs qui, à mon avis, ont pesé sur le fait que les Houthis ne sont pas tout de suite sautés dans l'arène. D'accord. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Anna donc l'entrée des Houthis dans le conflit qui pourrait mettre à mal, fragiliser, poser problème à l'armée israélienne. Oui, les Houthis, on l'a dit, ont délibérément visé des sites militaires sensibles en Israël à un moment où l'armée est en mauvaise posture. Si l'on en croit les propos du chef d'état-major israélien Eyal Zamir, il s'est exprimé jeudi dernier devant plusieurs ministres. Tsahal va s'effondrer, les réservistes ne tiendront pas. Il faut dire qu'Israël est engagé sur plusieurs fronts en même temps, en Iran, en Cisjordanie, à Gaza, en Syrie et au Liban, où 100 000 réservistes ont été déployés début mars après l'entrée en guerre du Hezbollah. Israël envisage d'en envoyer 450 000 autres qui pourraient se maintenir, je cite, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. À ce rythme, les ressources sont insuffisantes à moyen terme, alerte le chef d'état-major de l'armée. Il manque aujourd'hui au moins 15 000 hommes, dont 8 000 combattants. La situation ne devrait pas s'améliorer puisqu'en 2027, la durée du service militaire doit être réduite à 30 mois contre 36 aujourd'hui. Le chef d'état-major réclame donc une nouvelle loi sur la conscription dans le but cette fois de mobiliser les ultra-orthodoxes exemptés de service militaire depuis la création de l'État Israël. Il réclame également des moyens supplémentaires pour retenir les officiers de carrière. Agnès Levallois, est-ce que les Houthis, vous pensez, peuvent porter un coup important à Israël, à l'armée israélienne ?
Non, je ne dirais pas des coûts importants. Ils peuvent effectivement, on l'a déjà vu par le passé, ils ont réussi à envoyer des missiles sur Israël. Donc ils ont une capacité de pouvoir montrer qu'ils existent et qu'ils peuvent causer des dégâts. Je ne suis pas sûre qu'ils soient en mesure de véritablement mettre en difficulté au-delà d'opérations ciblées. Mais on a bien vu que la précision n'est pas toujours quand même à la hauteur des attentes de ceux qui lancent. Donc simplement, ça fait un front de plus. Et en ça, c'est quand même extrêmement difficile pour l'armée israélienne, parce que vous avez très bien rappelé le nombre quand même de terrains, de fronts sur lesquels se trouve aujourd'hui cette armée, et donc de rajouter le Yémen, parce qu'on a bien vu, il y a des missiles qui sont partis d'Iran, qui sont arrivés en Israël, donc si vous rajoutez éventuellement des missiles, même s'ils n'atteignent pas forcément les cibles très précises qu'ils voudraient atteindre, de toute façon, ça cause des dégâts, psychologiquement, ça a aussi une importance, ça fragilise. Il y a une armée qui aujourd'hui se rend compte quand même qu'on lui demande énormément et qu'elle ne peut pas tenir sur tous ces fronts. Cette déclaration du chef d'état-major est quand même assez forte. Donc ça participe d'une déstabilisation et on est aussi dans une guerre psychologique dans tout conflit. Oui. Et David Rigouleros, c'est vrai que pour l'instant les Houthis en sont pris, en tous les cas ce week-end, aux intérêts israéliens et pas aux Américains. Est-ce qu'il y a une lecture à en faire ? Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la reprise d'un ciblage des Israéliens. Mais en toile de fond, en filigrane, c'est aussi un message aux Américains et aux Saoudiens. Parce que c'est de dire qu'il y a la possibilité d'une alliance de revers avec Téhéran. Il faut se rappeler quand même que depuis 2015, les Houthis avaient allègrement bombardé le royaume saoudien. Avec justement une pluie de missiles. Une fois, et d'ailleurs, ça avait concerné les Émirats. Les Émirats, l'aéroport, ça avait été minimisé, mais enfin, il y avait eu ça. Et donc, le problème pour les Saoudiens, ce serait effectivement de se retrouver avec deux fronts, en fait. L'Iran d'un côté, voilà. de l'autre. Et c'est pas du tout à négliger, même si, évidemment, sur le plan opérationnel, ça demeure limité pour les Houthis, mais avoir sur son arrière une menace potentielle qui s'ajoute, effectivement, à la menace en provenance directe de l'Iran, c'est peu confortable, on va dire. Et donc, c'est pas uniquement Israël, en réalité. C'est toute l'architecture régionale qui est bouleversée avec des attendus très, très incertains. Ouais. Je voudrais juste ajouter qu'il y a quand même une trêve qui a été signée par les Houthis avec les Saoudiens. Et je pense que les Houthis, aujourd'hui, font attention à ne pas remettre en question cette trêve, qui n'est pas une paix, mais une trêve, et que pour eux, c'est prioritaire dans le contexte actuel, d'où le fait d'attaquer Israël et non pas les Américains, pour ne pas justement reprendre les combats avec l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il y a aussi un calcul de leur part qui a trait à cette trêve qui est importante. Pour l'instant. Voilà. Edith, en même temps, ils ont une arme, les Houthis, qui est celui du détroit de Bab el-Mandeb. On le voit sur cette carte. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est bloqué par l'Iran. Ça serait très grave pour le commerce mondial s'ils arrivaient à menacer ce détroit et tous les bateaux qui y passent. Oui, dis donc, encore une fois, le détroit de Bab el-Mandeb a été menacé et a été en partie pas de facto fermé, mais quand même très, très, très largement aménuisé dans le trafic à partir du mois de novembre, décembre 2023. Donc au lendemain des attentats du 7 octobre, quand les Houthis ont participé à cette attaque contre Israël, en sachant encore une fois que la dimension antisioniste, axe de résistance, c'était dit dans l'extrait pour les Houthis, et c'est vraiment très très fort, aujourd'hui, en tout cas. Constitutif de leur idéologie. Disons que ça l'est devenu, en tout cas c'est devenu un marquant assez bien répandu et souvent le plus petit d'ailleurs. Voilà, et souvent le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire que autant avec l'Arabie Saoudite, ils ont négocié un cessez-le-feu, avec les Américains, ils ont négocié aussi un cessez-le-feu qui pourrait reprendre, etc. Autant avec Israël, ils se sont juste positionnés sur le rythme du conflit en Israël, à Gaza, en décidant de s'arrêter après le cessez-le-feu d'octobre 2025 à Gaza, en disant qu'il pourrait reprendre n'importe quand. Et donc là, on voit comme les choses reprennent aussi côté du Liban, etc. C'est là où ils réagissent, très facilement. Mais pour revenir sur la question du trafic maritime, les choses ont repris progressivement. Elles n'ont pas repris jusqu'au niveau où elles étaient avant le 7 octobre. C'est-à-dire que la mer Rouge, de toute façon, a perdu une partie de son trafic. Il y avait plus de 4 millions de tonnes métriques qui passaient par la mer Rouge. On n'est pas revenu. On est aujourd'hui à peu près à 3 millions. Donc ils ont quand même perdu une partie importante. On l'a dit, c'est l'Égypte
qui est aujourd'hui la plus directement impactée par ça. À cause du canal de Suez. Absolument, parce que sinon, pour les pays destinataires, la mer Rouge et Bab el-Mandeb n'est qu'un espace de transit. La différence, c'est que Hormuz, c'est ce qui donne l'accès à un cul-de-sac qui est le golfe arabo-persique. Et là, si vous bloquez Hormuz, il n'y a plus rien qui peut en sortir. Bab el-Mandeb, si vous bloquez, ça gêne particulièrement l'Égypte, mais vous pouvez passer le tour. Et donc ça, c'est très différent. Mais Agnès Lavallois, le trafic via le canal de Suez, donc il a chuté très fortement. Mais là, comme on le disait, l'Égypte, du coup, pourrait se retrouver fortement handicapée, pénalisée par cela. Est-ce qu'on peut envisager que l'Égypte entre dans le conflit si jamais elle se sent menacée par le blocage des Houthis de cet accès vers la mer? J'ai du mal à penser que l'Égypte rentrerait en guerre aux côtés... parce qu'elle rentre à ce moment-là aux côtés des Américains, puisque c'est quand même son allié stratégique contre les déstabiliser. Parce que c'est vrai que là, pour l'Égypte, c'est une catastrophe absolue, parce que la situation économique de l'Égypte est dans un état de délabrement absolu, et que les revenus du canal de Suez, c'est un des 4 piliers de l'économie égyptienne. Donc, ils l'ont pas fait en 2024. Voilà. La question, c'est pourquoi ils le feraient aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, alors on a vu le président Sisi alerter, en disant qu'il faut absolument trouver une solution, appelant Trump pour dire il faut arrêter cette guerre. Donc, les Égyptiens sont dans une logique de vouloir. D'ailleurs, le président Sisi égyptien a participé ce week-end à des négociations au Pakistan avec le ministre saoudien des Affaires étrangères. Et donc, ce sont eux qui sont à la tête de cette médiation. Donc, pour l'Égypte aujourd'hui, la priorité, c'est de mener cette médiation pour éviter de devoir prendre des mesures. Mais je vois mal quand même les Égyptiens rentrer en guerre. David Rigoleros, conséquences pour le trafic mondial si les bateaux ne peuvent plus passer par le canal Bab el-Mandeb et donc que ça rallonge avec les problématiques du kérosène, du prix de Oui, parce que de toute façon, il y a aujourd'hui une logique, il y a le problème des assurantiels. C'est-à-dire que la Lloyds, par exemple, aujourd'hui, estime qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer les bateaux. C'est l'assureur principal c'est à Londres que les principaux les assurances sont établies. Donc, de toute façon, il y a une inflation des primes d'assurance. Mais sur le fond, il y a plusieurs problèmes qui s'ajoutent. C'est-à-dire qu'il y a la question, effectivement, de l'insécurité. Ça concerne les marins. Donc, les armateurs ne peuvent pas prendre le risque, de toute façon, d'exposer les personnels. Ce qui explique qu'une grande partie s'est déjà déroutée. Alors, pas tous les armateurs, mais il y a Maersk, il y a le français, CGM, etc. Donc, il y a une logique prudentielle qui s'est imposée, qui a fait diminuer le trafic et qui pénalise, parce qu'on est obligé de passer par le Cap de Bonne-Espérance, donc ça rajoute une dizaine de jours. Et en particulier pour nous, Européens ? Oui, de toute façon, oui, mais pas que pour nous, parce que de toute façon, c'est les chaînes logistiques en général qui sont impactées. Et comme ça s'ajoute à l'obstruction du canal de Suez, du détroit d'Ormuz, on voit qu'en fait, ce sont des détroits jumeaux. Donc, c'est pas forcément un hasard si c'est maintenant, en ce moment, que les Houthis ont décidé d'appuyer, parce que les détroits jumeaux entraînent des effets cumulatifs déjà aux effets délétères qu'il y a dans le Golfe. Il y a beaucoup de conteneurs asiatiques qui passent par là aussi pour venir jusqu'à nous. Alors, les Iraniens, sont-ils les commanditaires cachés? C'est aussi la menace qui peut peser sur l'Europe d'attentats. L'Iran peut-elle se retrouver caché derrière des actions terroristes en Europe? Par exemple, la tentative d'attentat de ce week-end devant Bank of America à Paris. Réponse assez claire de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Écoutez. On fait un lien très direct dans la mesure où vous avez une action dont le mode opératoire est en tout point similaire à des actions qui ont été menées aux Pays-Bas notamment, en Belgique notamment, qui elles ont abouti et où la revendication qui a été faite faisait très directement le lien avec le conflit. Voilà. Donc le donneur d'ordre vient d'Iran de quelque manière. Le donneur d'ordre vient forcément de quelque part et vous savez. Généralement, donc, les services de ce pays pratiquent de la sorte. Il y a un gros dispositif policier, de gendarmerie, de militaires sentinelles qui est déployé sur notre pays et les services de renseignement travaillent évidemment à détecter ces menaces. Elie Tenenbaum, cette menace terroriste, elle peut s'aggraver, elle peut s'intensifier au regard de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient ? Évidemment, on sait bien de toute façon que les conflits au Proche-Orient, ils ont des échos, ils ont des résonances, que ce soit dans des communautés, dans des individus qui peuvent passer à l'acte. D'eux-mêmes parce que ils sont influencés ou alors parce qu'ils sont insérés dans des réseaux qui vont plus ou moins activer une menace ou la répandre. C'est pas forcément une chaîne organisationnelle. C'est des individus isolés. Ça a été le cas. L'Iran l'a fait dans les années 80. On s'en souvient avec des opérations dédiées, avec une chaîne de commandement extrêmement traçable, y compris en France. On en a payé
évidemment le prix. Là, aujourd'hui, on n'a pas de renseignements qui permettent de confirmer que ce type d'organisation, que l'Iran a décidé de renouer avec ce type de pratique. En revanche, à minima, la résonance et l'inspiration. Et ensuite, évidemment, c'est des choses qui sont à la portée des services iraniens. Alors justement, David Rigueler-Rose, il y a un organisme dont l'acronyme est AIHAYI, qui a revendiqué plusieurs attentats à Rotterdam, Londres, Liège, notamment contre la communauté juive. Et vous avez dit dans une étude récente, c'est peut-être un faux-né iranien. Oui, alors c'est vraisemblablement. L'enseigne, effectivement, au début, elle rappelait assez largement tout ce qui renvoie au Hezbollah. Vraisemblablement, ce serait lié aux proxies irakiens, notamment le Kata'ib Hezbollah, donc qui serait mandaté pour sous-traiter en fait une déstabilisation. Il y a une unité des gardes de la Révolution. Déstabilisation de l'Occident, donc. Des pays européens, c'est aussi une manière dans une logique dissuasive pour leur dire ne vous alignez pas sur l'agenda militaire américain, parce que vous prendrez des risques. D'ailleurs, il y a une déclaration du porte-parole Baki, du ministère des Affaires étrangères, qui avait dit « vous serez alors potentiellement considérés comme des ennemis ». Donc, il y a, on va dire, c'est un signalement politico-stratégique qui est fait, qui est entendu, on le voit avec Laurent Nunez, et donc, effectivement, il y a un risque qui existe. Il n'est pas de même nature que dans les années 80, parce qu'ici, prioritairement, les intérêts américains, israéliens, sinon de la communauté juive, mais évidemment, c'est un enjeu de sécuritaire global. Et l'idée, Agnès Levallois, c'est de faire peur, en quelque sorte, à l'opinion publique occidentale pour qu'elle fasse en quelque sorte pression sur leurs dirigeants pour cesser cette guerre. Est-ce que cette réflexion est vraiment mûrie en Iran, ou par les Houthis notamment ? Elle existe, évidemment, puisque aujourd'hui, la question pour un régime comme le régime iranien, qui est de toute façon profondément affaibli, qui est un régime qui risque quand même à un moment ou à un autre de tomber, ou en tous les cas, c'est le grand perdant de cette guerre, quoi qu'il en soit. Donc évidemment que ce pouvoir qui le sait, ça, quand même, qu'il est dans une position, même s'il monte les gros bras, qu'il est quand même dans une position extrêmement difficile. Donc, éventuellement, d'organiser des attentats ou de laisser faire des attentats peut être un moyen de dire aux opinions publiques, eh bien, réagissez et ne vous laissez pas entraîner, et donc ne participons pas à cette guerre qui n'est pas la nôtre, c'est la guerre lancée par les Américains et Israël, mais nous, on n'a rien à voir avec ça, et on voit bien qu'il y a toujours cette difficulté ou cette volonté, en tous les cas, de la part des autorités, de dire c'est leur guerre. Quand Trump veut qu'on aille sécuriser le détroit d'Ormuz, on dit non, c'est pas notre guerre, on ira après, une fois que les combats seront terminés, pour essayer de ne pas être des acteurs dans le contexte actuel. Et rapidement, il y a quand même la diplomatie qui est en jeu, on en parlait, Agnès Levallois le disait, il y a quand même des acteurs qui se retrouvent, le Pakistan, l'Égypte, donc il y a quand même quelque chose qui se passe en coulisses. Du dialogue, de la négociation, il y en a toujours. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran s'est mis dans une stratégie du pire qui vise à augmenter le coût maximum pour la communauté internationale de la pression et de l'opération qu'ils sont en train de subir. Donc aujourd'hui, ils utilisent tous les leviers. On a parlé de l'attaque sur la circulation, le trafic maritime international, évidemment sur les pays du Golfe et, s'ils le peuvent, sur les pays européens. En Europe. Parce que ce sont des leviers pour augmenter le coût aujourd'hui sécuritaire de l'opération conduite par les Américains et les Israéliens. Merci à vous et merci à tous les trois. C'était le mot de la fin de ce débat plutôt super passionnant. Merci encore.